Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le député de la 2e circonscription des Vosges, député PR, Parti radical et par ailleurs conseiller régional Grand Est, David Valence. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment humez-vous l'atmosphère du moment? Tiens, vous qui êtes dans plusieurs sphères, je le disais, à la fois la région, mais aussi sur votre circonscription, et puis être dans les sphères du pouvoir, on va en parler dans un instant. Comment vous trouvez l'état du pays en ce moment? Écoutez, je suis d'abord sur le terrain. Et ce que j'entends sur le terrain, c'est un pays assez inquiet face au contexte international qui est très tendu. On a toujours la guerre qui s'est installée en Europe et avec, je dirais, des menaces qui vont crescendo. On a vu que la première ministre estonienne a été visée par un mandat d'arrêt qui a été lancé par le pouvoir russe. Et donc on sent qu'il y a cette volonté de la Russie de pousser encore ses feux si d'aventure en Ukraine la défaite du pouvoir ukrainien, ce que personne ne souhaite, était acquise. Et si d'aventure le pouvoir aux États-Unis changeait, évidemment. On a la situation au Proche-Orient, on a effectivement ce qui pourrait se passer aux États-Unis aux élections à la fin de cette année. Bref, ça préoccupe beaucoup. Puis on sent bien que la situation économique, même si la situation de l'emploi reste très favorable, y compris dans notre département par rapport à ce qu'elle a été, elle est en train de se refroidir à l'échelle internationale. Et donc, il y a beaucoup de préoccupations dans le pays et puis de la nervosité aussi. Alors dans tout ça, on vient d'avoir donc un renouvellement de notre gouvernement avec donc Gabriel Attal qui a pris le poste de Premier ministre. On vous a beaucoup prêté l'intention, ou en tous les cas des possibilités d'entrer au gouvernement. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu des coups de fil qui auraient pu faire que, et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes clairement déçu par cette non-entrée? Je ne suis pas déçu, non, parce que l'engagement qui est le mien dans la vie publique, c'est un engagement pour faire des choses. Ce n'est pas un engagement pour être quelque chose. Là, et donc l'occasion d'en faire. Hein. Et donc aujourd'hui, j'ai la capacité de faire. J'ai la capacité de faire en tant que conseiller régional, aussi à l'Assemblée où je préside une délégation très importante, la délégation collectivité territoriale, qui s'occupe de tous les sujets de la ruralité, des sujets des communes, des départements, des régions, de leur organisation. Une nouvelle décentralisation que vous portez à demi. Donc j'ai la capacité à faire, et je suis plutôt connu comme ça. Quand j'étais maire, quand j'étais président d'agglomération, on se souvient plus de moi pour la boussole, pour les aménagements de la gare, pour la crèche de Saint-Léonard ou le bureau de l'office de tourisme à Plainfin, que forcément pour une façon d'être. Donc non, je ne suis pas déçu. Ça aurait pu se faire. Peut-être. Parce que vous aviez cette compétence en tous les cas. Ça aurait pu se faire peut-être, mais honnêtement, je vais vous dire, quand ça ne se fait pas, il y a une partie de vous qui est soulagée parce que d'abord votre vie ne va pas être bouleversée, votre vie familiale, et puis aussi parce que vous allez rester en contact avec le terrain. Et pour moi, c'est très important. J'ai vécu longtemps à Paris, mais je suis vosgien 100%. Ma famille a toujours vécu dans les Vosges. Et si je suis revenu dans les Vosges il y a maintenant 10 ans pour y être élu, c'est pas pour quitter les Vosges. Et donc je veux rester là, bien là et toujours là. Et donc le ministre des Transports, c'est Patrice Vergriete, ça n'aura échappé à personne. Est-ce que ça s'est joué quand même malgré tout sur votre appartenance au Parti radical? C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelqu'un, Dominique Faure en l'occurrence, qui était au Parti radical. Et donc vous, il n'y avait pas d'autre place pour quelqu'un du PR. Ce qui est sûr, c'est qu'au transport, il faut quelqu'un de solide. Et le ministre sortant, Clément Beaune, était quelqu'un de solide. Si vous voulez un scoop, je vous le donne. Quand le président de la République m'a demandé, ou plutôt quand nous avons eu une conversation avec d'autres parlementaires il y a quelques semaines sur des sujets différents, je lui ai dit qu'il fallait garder le même ministre des Transports. Donc vous voyez que je n'étais pas en train, comme certains m'en prêtent l'intention, de placer des pions ou d'imaginer un destin avant tout personnel. Le choix qui a été fait de Patrice Vergriete est un bon choix. C'est un élu de terrain, c'est quelqu'un de pragmatique. Il a été maire de Dunkerque, il est toujours président de la communauté urbaine. C'est beaucoup occupé des transports dans sa région dunkerquoise. Oui. Et les sujets de transport, c'est des sujets qui se travaillent avec les collectivités territoriales. Donc honnêtement, c'était ma préoccupation principale. En effet, il ne peut pas y avoir deux représentants du Parti radical au gouvernement. Dominique Faure est resté.
Et aujourd'hui, on a un bon ministre des Transports, donc ça me va très bien et je vais continuer à travailler dans l'intérêt des Vosgiens et dans l'intérêt de mon pays. Alors, on reste sur le domaine des transports. Vous êtes intervenu à l'Assemblée nationale sur les dessertes TGV. Il y a une inquiétude, il faut être tout à fait clair, de beaucoup d'élus du territoire que le cadencement ne soit revu à la baisse dans l'Est de la France. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez des garanties, nous certifiant qu'il y aura toujours autant de TGV, voire plus, dans les années qui viennent? Je crois que les dessertes elles-mêmes, comme Remiremont, Épinal, Saint-Dié-des-Vosges, ne sont pas menacées à court terme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement à ce que pourrait laisser penser la suppression parfois de certaines de ces dessertes quand il y a des périodes de travaux. Ça a été le cas à Saint-Dié-des-Vosges, et ça l'est encore en ce moment d'ailleurs, où dans la plupart des liaisons habituelles, il n'y a pas de desserte directe vers Paris. Ça va revenir à partir du mois d'avril. Ce ne sont pas tellement ces dessertes-là qui sont menacées, mais plus la fréquence de villes, de dessertes de villes comme Reims, comme Metz ou comme Colmar, par exemple, où effectivement SNCF dit, ou réfléchit en tout cas, à ce que si la concurrence devenait plus forte sur le TGV, si elle n'avait plus les moyens de faire de la péréquation de la même manière, eh bien, à alléger un peu l'offre. Je crois que c'était des réflexions internes. Vous savez, quand vous êtes un patron d'entreprise, vous devez faire réfléchir à l'avenir à 10 ans et à 20 ans. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Il faut montrer les noms tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que quand on est élu, il faut être mobilisé, il faut être vigilant. Mais il ne faut pas non plus crier au loup ou crier qu'on a mal tout le temps, parce que sinon, le jour où vous tombez vraiment, plus personne ne vous écoute. En tous les cas, il y a une grosse mobilisation. On va expédier rapidement deux séquences qui ont pris beaucoup d'importance. La colère des agriculteurs d'abord, qui couvent encore, on l'a compris, puisque on n'a pas pris les annonces du gouvernement comme de l'argent comptant. Est-ce que le gouvernement a lâché? Alors, il a lâché beaucoup de lest, ça c'est sûr, y compris sur le plan phytosanitaire, ce qui pose d'autres soucis chez les apiculteurs, etc. Un élu de territoire comme le vôtre, comment vous avez vécu cette séquence? Est-ce qu'on en est sorti? Est-ce qu'on va en sortir? Et est-ce que la sortie est bonne? Mais moi, je voudrais d'abord dire que ce que les agriculteurs expriment, 400 millions d'euros sur la table. Ce que les agriculteurs expriment, ça reflète beaucoup de préoccupations du monde rural. Ils nous disent on a trop de normes. Ils nous disent on nous demande à la fois de nous moderniser et de continuer à produire comme avant. Et ils nous disent on a besoin de considération. Et dans ces trois traits, bien que les agriculteurs aujourd'hui soient minoritaires en ruralité, la plupart des ruraux ne sont pas des agriculteurs, eh bien je crois qu'ils expriment quelque chose qu'on entend globalement en ruralité. Alors le gouvernement y a répondu avec des mesures qui sont parfois des mesures d'urgence, le plan élevage avec les 150 millions d'euros d'ici à l'été, la suspension effectivement du plan qui visait à réduire progressivement les produits phytosanitaires dans l'agriculture. C'est une suspension provisoire en attente de réexamen et de réélaboration. Il ne s'agit pas d'abandonner notre trajectoire. Surtout, l'abandon des négociations sur le Mercosur, les clauses que nous avons obtenues sur les jachères à l'échelle européenne qui étaient attendues par les agriculteurs. Mais il faut aller plus loin. Et c'est vrai que chacun comprend bien que, notamment sur les transmissions, ce qui va être dans la loi d'orientation agricole qui va venir, sur la rémunération du métier d'agriculteur, qui est le sujet central. Le sujet central, c'est le revenu. Les réponses ne pourront pas être immédiates. Autre sujet, le renouvellement des générations également. Et puis surtout, la réponse sur la loi Egalim, sur son application. Je rappelle qu'on a une loi qui a été votée sous Emmanuel Macron, qui est une loi qui doit mieux équilibrer les relations entre les producteurs et les distributeurs. Une loi aussi qui doit obliger les collectivités, notamment, à inclure 20% de bio dans les produits qu'elles distribuent dans les cantines. 50% de circuits courts. Hein. Et aujourd'hui, c'est une loi qui est insuffisamment appliquée. Et donc, quand le gouvernement a décidé de lancer des contrôles tout de suite chez les grands distributeurs, je crois qu'il a bien réagi. Mais chacun doit comprendre que tout ne pourra pas être changé d'ici au Salon de l'agriculture qui va commencer dans quelques jours. Il y a aussi des réponses de plus long terme. Les agriculteurs ont eu raison de se mobiliser parce qu'il fallait que cette question de la souveraineté alimentaire arrive à l'agenda. Le gouvernement l'avait bien en tête, mais je pense que pour l'opinion, ça a été très important. Les réponses sont au rendez-vous. Et je pense que tout au long de cette année et tout au long de la fin de ce quinquennat, on verra que l'agriculture sera tout en haut de la pile, comme l'a dit le Premier ministre. Alors un petit peu encore de politique politicienne, avec tous les guillemets que ça impose. L'après Macron, l'après Emmanuel Macron, on le sent très bien qu'il est quand même assez omniprésent. Vous le voyez comment vous qui faites partie de la majorité, mais pas du parti présidentiel, et comment est-ce que le parti radical pourra se positionner? En clair, faut-il
assez rapidement déterminer une tête de liste, une tête de proue, en tous les cas, de cet après Emmanuel Macron. Est-ce que ça pourrait être Édouard Philippe? Comment vous positionnez aujourd'hui, rapidement, parce qu'après, il faut qu'on parle quand même des dossiers locaux. Il y a deux questions, très vite. La première, c'est est-ce que la configuration qu'on a connue à la dernière présidentielle va se reproduire? C'est-à-dire un candidat d'un grand espace central et des forces, je dirais, de gouvernement, et de l'autre, un candidat extrême. Je pense malheureusement que ce sera de nouveau la physionomie du second tour de l'élection présidentielle en 2027. Et dès lors, la question c'est qui sera le mieux placé pour incarner cet espace central. Et je pense en effet que ce sera un candidat de l'actuelle majorité présidentielle. Ensuite, je pense qu'on est à 3 ans et demi de cette élection. Il faut laisser le temps à la décantation de se faire. Et surtout, il ne faut pas être trop tôt préoccupé par l'identité de celui qui portera ces couleurs-là, parce que ça empêche d'agir. Et les Français, ils n'ont pas forcément envie qu'on se regarde le nombril et qu'on se demande qui va être président de la République. Ça, c'est toujours ce qu'on dit, mais vous en savez 2027. bien. Mais je crois que c'est vrai. Certes, mais l'incarnation est quand même capitale. Aujourd'hui, quand je discute avec les Vosgiennes et les Vosgiens, ils ne me demandent pas qui je vais soutenir à l'élection présidentielle en 2027. Ils me demandent comment on améliore concrètement leur vie, comment on leur trouve des solutions pour aller se rendre au travail, par exemple, et ils ne me parlent pas de ça. Alors, je parlais d'Édouard Philippe. Tout rapidement également, le parti Horizon va porter le mois prochain une proposition d'assouplir la règle du non-cumul des mandats. On en avait discuté ici même, je crois, lors de votre dernière venue. Vous êtes favorable à cette proposition. En clair, il faut qu'un élu puisse être également, alors peut-être pas député-maire comme auparavant, mais peut-être au moins député premier adjoint. C'est le genre de choses qui vous paraîtraient satisfaisant? On est allé trop loin dans cette loi. Je dis ça n'est pas la majorité actuelle qui a voté l'interdiction du cumul des mandats. Ça a été fait sous François Hollande. Mais on est allé trop loin. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être adjoint au maire de Vexincourt et député. Vous ne pouvez pas être adjoint au maire de Dompierre et sénateur. Donc on est allé trop loin. Au détriment de l'ancrage local, effectivement, ce que tout le monde dénonce aujourd'hui. Si on était dans un régime parlementaire pur, comme ça existe ailleurs en Europe, ça se comprendrait qu'on demande aux parlementaires vraiment de n'être préoccupés que par le Parlement. Mais on sait tous que nous sommes dans un régime dans lequel l'exécutif est fort. Et donc, le Parlement a une impérieuse nécessité de rester très proche avec des mandats locaux. Moi, je suis conseiller régional, j'ai donc un mandat local, mais un mandat exécutif local, comme un adjoint au maire dans un village ou dans une petite ville, ça donne une appréhension très directe de ces questions. Moi, j'ai la chance d'avoir été maire pendant 8 ans, d'avoir été président d'intercommunalité. Ça n'est pas le cas de tous mes collègues. Et donc, je pense qu'en effet, la proposition de loi qui est portée par Horizon, elle va dans le bon sens. Et sous réserve de l'examen parlementaire, parce qu'il arrive que des fois les textes soient dénaturés, si elle arrive telle qu'elle au moment du vote, quelles que soient les consignes qui pourront m'être données, je la voterai. On a senti par contre que la présidente de l'Assemblée nationale n'était pas en phase avec cette proposition. Ce sera à suivre. Allez, il nous reste 3 petites minutes. On en revient au transport. La relance du fret ferroviaire, c'est pour aujourd'hui ou pour demain, j'ai envie de dire. On vous avait suivi notamment sur le projet Eger, un projet plusieurs millions d'euros qui est dans les tuyaux. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va y aller vite? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont envie d'utiliser d'autres sources de transport que le camion, parfois en combinaison avec le camion. J'étais ce matin chez Maufray à Éloie, qui est une entreprise que toutes les Vosgiennes et tous les Vosgiens connaissent pour le transport de camions, mais qui est aussi une entreprise qui possède 5 bateaux, qui fait du transport fluvial avec plus d'une centaine de bateaux affrétés par d'autres, une entreprise qui fait aussi du ferroviaire. Et donc, tout le monde est en train aujourd'hui de se diversifier. Alors, dans les Vosges, un cas comme Eger, c'est un cas très emblématique. Vous savez, en Autriche, aujourd'hui, on est à près de 30% des marchandises qui sont transportées par le rail. Et Eger est un groupe autrichien. Donc, peut-être que la solution qui sera trouvée pour Rambervillers ne sera pas la solution où le train rentre dans l'usine. Peut-être que si, mais ça coûtera très très cher. Peut-être qu'il faudra aller décharger avec un camion les marchandises pour les charger sur un train un peu plus loin. On verra. Mais en tout état de cause, je suis convaincu que le fret ferroviaire a un avenir, et je l'ai expliqué comme président de la commission d'enquête qui s'est occupée de ce sujet à l'Assemblée nationale pendant plusieurs mois à la fin de l'année dernière. Encore faudra-t-il trouver le bon équilibre du montage financier. Deux dernières questions. Un mot sur la région Grand Est. Le premier petit bilan de Franck Leroy. La méthode a changé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots, vraiment? Je dirais que forcément, un président, ça impulse aussi, peut-être pas une direction différente, mais un style différent. Franck est quelqu'un de très détendu, qui a cette sérénité, ce recul très naturel. Et puis,
il n'est pas alsacien et donc il n'y a pas cet historique des relations avec les élus alsaciens ou le contexte alsacien. Et ça amène, je crois, beaucoup d'apaisement au quotidien dans le pilotage des politiques régionales. Il est aussi un élu très préoccupé de la ruralité. Et on sera amené dans quelques Axe semaines majeur de sa politique, lors du à vote faire du de budget. grandes annonces sur la ruralité pour montrer que la région, c'est une région d'équilibre, qui est certes une région qui compte des grandes métropoles comme Strasbourg, Metz, Nancy ou Mulhouse et Reims, mais c'est aussi une région qui se préoccupe de la ruralité et qui veut donner à chacun la chance de réussir, quel que soit le petit village dont il est issu. Toute dernière question, beaucoup plus personnelle. David Valence, élu engagé pour par la cause LGBT. Vous étiez samedi dernier, on va voir quelques images à la librairie, dans une librairie des Hauts-Daciennes bien connue. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est plus simple aujourd'hui d'être clairement un élu qui s'affiche? Vous avez fait votre coming out il y a quelques années. Ou est-ce que c'est toujours aussi difficile d'être un élu homosexuel dans notre panorama politique de 2024? Alors vous disiez pour la cause LGBT. Je dirais que c'est par ma façon d'être que je suis un avocat de cette cause. Je n'ai jamais porté directement des sujets qui sont liés à cette cause, mais j'ai fait le choix en effet d'assumer mon identité sexuelle il y a très longtemps et d'assumer d'être homosexuel en politique parce que je me disais, il y a des gamines, il y a des gamins qui se posent des questions, il y a des adultes aussi qui n'osent pas vivre leur vie au grand jour, qui ont moins de chance que moi au travail, à l'école, tout au long de leurs études, dans leur famille. Aujourd'hui, vous avez subi aussi des injures et des menaces, il faut le rappeler. Comme je pense la plupart des homosexuels dans ce pays, malheureusement, dans ma génération. Mais, et a fortiori, quand on est élu, on est une cible. Et malheureusement, malgré les lois qu'on vote au fur et à mesure, ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Je pense que c'est plus simple qu'il y a quelques années. Oui, j'ai la chance d'avoir grandi dans une société qui est devenue beaucoup plus tolérante qu'il y a 40 ou 50 ans. Mais je vous assure que dans certaines familles, dans certaines écoles et dans certains lieux de travail, ça reste très difficile d'être différent au sens large. Et si moi j'ai eu la chance de pouvoir assumer mon identité comme je l'ai assumée, et si j'ai voulu le porter aussi publiquement, c'est justement pour aider toutes ces personnes qui parfois perdent courage pour leur dire oui, on peut être heureux et être homosexuel et être une personnalité publique dans le monde d'aujourd'hui. Toute dernière question vraiment, votre avenir politique, comment vous l'imaginez, David Valence? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que j'ai envie d'aller au bout de ce mandat de député, de parlementaire en tout cas, au service des Vosgiennes et des Vosgiens. Je suis passionné par l'action publique, mais j'ai eu une vie professionnelle aussi avant la vie publique pendant 9 ans. Agrégé, oui. Exactement, comme enseignant. Donc je me pose toujours des questions, même en 2020, au moment de me représenter au municipal et de connaître un grand succès avec mon équipe à près de 72% des voix. Je m'étais demandé s'il fallait que je me représente. Donc, je me poserai les questions le moment venu. Je crois que c'est un peu tôt. On est à 1 an et demi. Ce qui est sûr, c'est que la politique, ça n'est pas un métier. Et je ne l'ai jamais conçu comme un métier. Mon métier, c'est d'être enseignant. C'est un engagement. Et donc, le moment venu, je me poserai les questions qui conviennent. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en 2027, j'aurai au moins autant de passion pour les Vosges que j'en ai aujourd'hui. David Valence, le député de la 2e circonscription des Vosges, était notre invité. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne semaine. À bientôt.